Alors bonjour à tous, correction du DM numéro 1 d'algorithmique, donc qui portait sur les expressions. Euh, bon, on est parti, hein, on va pas aller plus loin. Donc l'idée c'est que vous avez le sujet normalement sous les yeux, vous avez normalement déjà réfléchi, vous avez proposé des résultats. Là je vais faire une correction rapide juste pour être certain que ceux qui n'ont pas tout compris puissent s'accrocher. Donc la partie grand 1 porte sur les expressions arithmétiques. Et on est parti. Donc le petit 1, euro est égal à dollar après application d'un taux de conversion de taux. Donc je veux que euro soit, on lui affecte une certaine valeur. Donc je vais commencer par écrire euro égal, d'accord, opérateur d'affectation. Et on me demande que ce soit égal à 1 dollar à qui on applique une certaine conversion qui s'appelle taux. Ma variable s'appelle taux, ma variable s'appelle dollar. Je multiplie les deux et j'ai fini. Le point le plus important de cette question, c'est l'opérateur d'affectation égal. Prix final est égal à prix initial après application d'une réduction de R%. Donc mon prix final, pareil, hein, toujours pareil, on identifie qui est affecté. Donc là, c'est mon prix final. Il est égal à mon prix initial, auquel je soustrais une certaine réduction. Donc par exemple, si je retire une réduction de 10%, eh bien, je vais vouloir retirer 0,1 fois mon prix initial. Donc, c'est-à-dire que c'est égal à mon ancien prix moins bah, la réduction qui est exprimée en pourcentage. Donc, je peux directement l'exprimer comme ça. D'accord? Donc, je veux bien avoir prix initial moins R fois prix initial, R étant le pourcentage, donc tout va bien. Si vous voulez, vous pouvez également l'écrire en deux fois en disant que c'est égal à mon prix initial moins R fois le prix initial. D'accord? Si mon R vaut par exemple 0,1, 10%. Alors, encore une fois, tout dépend de la question. On peut aussi l'entendre comme étant exprimé en chiffres de 0 à 100, hein, dans quel cas il suffit de diviser par 100 ici. Peu importe. Moyenne est égale à la moyenne de note 1, note 2 et note 3. Donc ma moyenne est égale, alors là il ne faut pas se tromper, donc on va sommer les trois notes. Puis une fois qu'on a fini, on ne fait pas l'erreur. Donc si je divise par 3, je vais faire une division entière. Je divise donc par 3,0. Et vous remarquez que j'ai bien mis les parenthèses pour que la division s'applique aux trois éléments. Radian est égal à la conversion d'un angle exprimé en degrés. Donc radian est égal à degrés. Et pour faire la conversion de radian à degrés, je vous rappelle, les degrés, ça va par exemple, entre 0 et 180, tandis que les radians, ça va entre 0 et pi. Donc je vais multiplier par la valeur en radian qui m'intéresse. Donc je multiplie par exemple par pi, et je divise par 180. D'accord, alors ce qui fait, si je vais écrire ça proprement, on va supprimer tout ça. Hop, perdu. Hop, on va diviser par 180 pour avoir une expression qui soit informatiquement codable. Hop. Voilà, donc je prends ma valeur en degrés, je la multiplie par pi, je la divise par 180. D'accord, puisque pi radian est égal à 180 degrés. Conversion classique, produit en croix. Alors Fahrenheit, j'ai pas l'expression par cœur en tête, donc je vais avoir une deuxième page à côté qui s'ouvre. Je veux que ce soit la conversion d'une température exprimée en degrés, donc je prends mon Google que vous ne voyez pas et je tape conversion degrés Fahrenheit et on me dit que pour passer de Celsius en Fahrenheit, je dois multiplier la valeur en Celsius par 9 cinquièmes, puis ajouter 32. Donc on est parti. Je prends Celsius. Encore une fois, je respecte le nom des boîtes qu'on m'a donné. Alors on m'a pas du tout. C'est pas du tout Celsius qu'on m'a donné, puisque la boîte elle s'appelle degré. Enfin la variable s'appelle degré. Ça marche pas. Hop.
Pas facile à manipuler, là je suis en train de galérer avec mon stylet. Ok, donc je prends degrés, que je multiplie par l'équation qu'on m'a donnée, c'est-à-dire 9 divisé par 5, plus 32. Pas de problème. La numéro 6, R est égal à l'aire d'une sphère de diamètre diam. Alors l'expression de l'aire d'une sphère, c'est 4 tiers de pierre cube. Donc je fais mon 4 tiers, que je multiplie par pi, que je multiplie par mon rayon, sauf que là je donne le diamètre. Donc je prends mon diamètre divisé par 2 pour avoir le rayon, et le tout au cube. Delta est le discriminant de l'équation du second degré ax carré plus bx plus c égale à 0. Delta, vous devez normalement tous savoir que c'est rien d'autre que b carré moins 4 fois a fois c. Tout ça, on est bon. On descend. La numéro 8. Frac. Alors là, bon, là, c'est histoire de vous embêter un petit peu et de faire attention aux parenthèses. Frac est égal au résultat de l'équation. Alors là, je vais même pas vous la lire. Il me suffit de prendre les choses de manière très méthodique. Je vais faire toute la partie en haut. Donc c'est 1 sur x plus, ouvrez la parenthèse, racine de x plus 3. Alors on est en pseudo-code, vous pouvez écrire la racine comme ça. Hein. Moins 2 que multiplie x moins 1 au carré. Voilà pour le numérateur, en faisant attention à la parenthèse qui finit là. D'accord. Je mets tout le monde entre parenthèses pour ensuite faire le dénominateur, qui n'est rien d'autre que 1 plus x au cube. Voilà, tout simplement. Il faut juste être méthodique et faire attention aux parenthèses, mais il n'y a pas de problème. Pour la numéro 9, reste est égal au reste de la division euclidienne de 1 moins racine de 2 sur b carré. Donc mon reste, je vous rappelle, le reste de la division euclidienne, c'est l'opérateur modulo. D'accord. Et on me dit que je fais le modulo d'un truc par un autre truc. Alors, le truc du bas, c'est b carré. Et le truc du haut, c'est a moins racine de 2. Donc là, on fait bien attention de mettre les parenthèses. À droite, elles servent à rien. À gauche, elles sont indispensables, puisque sinon, je vais faire racine de 2 modulo b. U est égal au chiffre des unités d'un nombre entier n. Donc on me demande d'affecter U. Pour récupérer le chiffre des unités d'un nombre, il me suffit de regarder le reste de la division par 10. D'accord. Donc ça, c'est une petite astuce à connaître. Si je regarde le reste de la division par 10, ben, je vais bien voir le chiffre des unités. Il me suffit d'écrire ça. Pour le numéro 11, D est égal au chiffre des dizaines d'un nombre de l'intervalle 0,99. Donc le chiffre des dizaines, bah, c'est le même principe, hein, d'accord. Mon nombre n, c'est rien d'autre que D, D multiplié par 10 plus U. D'accord. Donc U étant le chiffre des unités, D étant le chiffre des dizaines. Si je fais le chiffre des dizaines fois 10 plus U, ben, j'obtiens bien mon chiffre n, en faisant bien attention que ça ne marche que lorsque n est compris entre 0 et 99, bien sûr. Autrement dit, mon chiffre des dizaines là, eh bien c'est rien d'autre que n divisé par 10. Et la 12e, c'était la somme des chiffres d'un nombre. Cette fois, le nombre, il va entre 10 et 999. Donc la somme, ça va être rien d'autre que mon chiffre des unités. Donc là, on l'a déjà fait. C'est toujours n. On met n modulo 10. Donc ça va être mon chiffre des unités. D'accord. Ensuite, plus mon chiffre des centaines, puisque le chiffre des centaines, c'est le plus simple. D'accord. Mon nombre, il va entre 10 et 999. Donc il y a chiffre des unités, chiffre des dizaines, chiffre des centaines. Le chiffre des centaines, c'est rien d'autre que n divisé par 100. D'accord. Je peux écrire que n est égal à C pour centaines que je multiplie par 100, plus un certain reste, ce reste étant égal, ce reste appartenant à l'intervalle 0,99. D'accord. Donc je fais le chiffre des centaines multiplié par 100, plus le chiffre, plus ce qui reste, et puis en fait ce reste-là,
j'ai le droit de l'écrire comme étant 10 fois les chiffres des dizaines, plus un certain chiffre des unités. D'accord? Et donc, ce qui me reste à extraire, c'est ce morceau-là. Et bien, ce morceau-là, si je regarde le petit schéma que j'ai dessiné, c'est rien d'autre que mon chiffre initial duquel je prends le reste. Donc ça va me donner un truc entre 0 et 99. Et ce truc-là, je fais la division entière par 10 pour obtenir le chiffre des dizaines. Voilà pour ce premier exercice. Alors, deuxième exercice. On descend. Donc exactement le même principe, mais sauf que cette fois on est sur des expressions logiques. Et on est tout de suite parti. X est pair. Alors pour savoir si X est pair, l'astuce c'est de regarder est-ce que le reste de cette division par 2 est égal à 0. D'accord? Deux cas de figure, soit le chiffre est égal à. Soit le reste est égal à 0, auquel cas c'est pair. D'accord? Soit c'est pas le cas, auquel cas c'est impair. D'accord? Un chiffre pair, c'est un chiffre qui s'écrit sous ce format-là. Et un chiffre impair, c'est un chiffre qui s'écrit sous ce format-là. On voit bien que ça, c'est clairement l'expression d'une division entière, où 2 est la division, on fait la division entière par 2, on multiplie par n et il reste 1. S'il reste 0, c'est pair. S'il reste 1, c'est impair. Ok. Pour la numéro 2, le sinus de x est inférieur à pi sur 4. Bon bah là, on s'embête pas. Hein. Le sinus de x, c'est sin de x, est inférieur à pi sur 4. On écrit ça comme ça. Alors on peut évidemment écrire ça. On peut écrire ça comme ça hein, si on a envie, mais on est en pseudocode, donc pas de problème. Les deux sont corrects. B1 et B2 n'ont pas le même état logique, donc ça veut dire que B1 étant un booléen, puisqu'on parle d'état logique, bah, il est tout simplement différent de B2. X est inférieur ou égal au carré de Y. Encore une fois, essayez juste d'être méthodique et d'appliquer bêtement ce qui est marqué en traduisant avec les opérateurs que vous connaissez. X n'est pas multiple de 5. Alors, multiple de 5, c'est le fait que le reste de la division par 5 est égal à 0. D'accord? On inverse l'état logique. Alors, on aurait également pu l'écrire, tout simplement, comme ça. D'accord? X n'est pas multiple de 5, c'est soit on inverse l'état logique X est multiple de 5, soit on dit, bah, pour qu'il ne soit pas multiple de 5, il suffit que dans la division euclidienne il y ait un reste, et on a gagné. Le caractère C est égal à la lettre A minuscule. Et bien là, il faut juste utiliser l'opérateur égal égal, d'accord? On pense bien à en mettre 2, parce que sinon on fait une affectation. Et le A minuscule, on le met entre simples guillemets, entre simples quotes, on appelle ça, pour bien marquer le fait qu'on s'intéresse au caractère A et non pas à la variable qui s'appelle A. Le chiffre des unités de n est multiple de 3. Bah là, il va nous suffire de composer avec tout ce qu'on a fait dans la première partie. Le chiffre des unités de n, on a dit que c'est rien d'autre que le reste de la division par 10. Donc ça, c'est le chiffre des unités de n. Et pour savoir s'il est multiple de 3, eh bien, je vais regarder, est-ce que le reste de cette division par 3 est égal à 0. D'accord? Il faut réussir à bien visualiser le fait qu'on a deux morceaux. Alors, je ne sais pas comment on fait de la couleur, j'aimerais bien trouver. C'est là? C'est pas là? Si, c'est là, ok. Tac. Regardez. Ce morceau-là, ah, ça marche pas. Bon, pas grave. Ce morceau-là là, que je mets en vague, c'est le chiffre des unités de n. Et ce morceau-là, c'est est-ce que ce chiffre est multiple de 3? D'accord? Pour la huitième, x n'est pas compris dans l'intervalle xy. Eh bien, ce que je peux faire, c'est exprimer x est compris dans l'intervalle xy, et puis inverser le test. Donc pour que x soit compris dans l'intervalle xy, il faut qu'il soit plus grand. Alors on regarde bien les ordres, d'accord? L'intervalle xy c'est x fermé, y ouvert, donc je veux être au moins égal à x. Alors là j'avais fait
une petite erreur d'énoncé puisque j'ai 2 fois x, donc on va dire z n'est pas inscrit dans l'intervalle x, y. Donc je veux que mon z il soit au moins égal à x et que mon z il soit au plus égal à y. D'accord? Donc ça c'est le test z appartient à l'intervalle x, y. Et si je veux que ce soit pas le cas, je mets un nom devant. Tout simplement. Pour le numéro 9, parmi x et y, l'un est multiple de l'autre. Donc là, j'ai deux cas de figure, soit x est multiple de y, soit y est multiple de x. Pour que x soit multiple de y, ça veut dire qu'il faut que lorsque je divise x par y, eh bien il n'y a pas de reste. D'accord? Donc ça veut dire x est multiple de y, ou bien y est multiple de x. Voilà. Le caractère C est une lettre. Alors là, ça devient un test un peu chiant. Pour que le caractère soit une lettre, il faut qu'il soit soit une lettre minuscule, soit une lettre majuscule. Pour être une lettre minuscule, il faut qu'il soit compris entre A et Z. C'est pas X, c'est C. Hop. D'accord. On pense bien à mettre des inférieurs ou égales, parce que A et Z sont des lettres de l'alphabet. Donc ça, C est une lettre minuscule, mais ça peut aussi être une lettre majuscule. Pour être une lettre majuscule, il faut être compris entre grand A et grand Z. Très bien. Et encore une fois, vous faites attention, j'ai mis des simples codes pour bien distinguer le nom de variable du caractère. X est soit négatif, soit impair, mais pas les deux. Alors X est négatif ou impair. Donc X est négatif, c'est facile. X est impair, c'est également facile après ce qu'on a dit. Alors soit vous mettez égal à 1, soit vous mettez différent de 0, c'est la même chose. D'accord? On veut que ce soit l'un ou l'autre, mais on veut que ce soit pas les deux. Donc ça veut dire que pour que ce soit pas les deux, eh bien il faut que l'un des deux tests soit faux. Donc il faut que soit X ne soit pas négatif, ou bien que X ne soit pas impair. D'accord? Alors c'est une des façons de faire, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Pour le numéro 12, l'équation ax carré plus bx plus c a égale 0 à deux solutions, il suffit que le delta soit positif, donc il faut que b carré moins 4ac soit positif strict, puisque quand il est égal, il n'y a qu'une seule solution, tout simplement. X est pair et négatif, ou bien ni l'un ni l'autre, eh bien allons-y, X est pair et X est négatif, ou bien ni l'un ni l'autre, ça veut dire que c'est ni pair ni négatif, ou bien X n'est pas pair, d'accord, j'inverse, et X n'est pas négatif. Encore une fois, là, je traduis littéralement les choses à l'écrit. Vous auriez très bien pu inverser les tests. C'est-à-dire que là, vous pourriez écrire x modulo 2 différent 0 et x plus grand ou égal à 0. Par contre, attention, vous ne mettez pas x plus grand strict que 0 parce que x plus grand strict que 0 n'est pas l'inverse de x inférieur à 0. La numéro 14. Le point Px se trouve à l'intérieur du disque de rayon R et de centre CXCY. Alors là, il faut le dessiner un petit peu, ou pas d'ailleurs. Alors si, on va le faire quand même. Donc, je dessine un disque qui va être ce qu'il est. C'est pas vraiment un disque, mais c'est pas grave, d'accord? Je sais que mon centre, il est en CXCY, et je veux savoir est-ce qu'un point P est à l'intérieur de mon disque. Pour savoir si un point P est à l'intérieur de mon disque, ce que je veux, c'est calculer cette distance-là. C'est-à-dire calculer la distance euclidienne entre mon point PX, PY et le centre de mon disque. Et bien pour ça, il faut que je calcule donc la distance euclidienne, d'accord, la distance entre le point P et le point C, c'est la racine carrée de Px moins
cx au carré plus py moins cy au carré. Bon, je ne vais pas vous faire la théorie qui se cache derrière, c'est la définition de la distance euclidienne. Donc là, en fait, ce que je veux, c'est que ma distance px moins cx au carré plus py moins cy au carré, et bien je veux que cette distance, en fait, elle soit plus petite que le rayon de mon disque. Pourquoi? Parce que si elle est plus grande que le rayon de mon disque, ça veut dire que je sors de mon disque. Donc je veux que cette distance soit plus petite ou égale, d'ailleurs, alors là, ça dépendra du contexte, hein, mais euh, bon, là, c'est pas précisé, donc on va dire que c'est inférieur ou égal, et je veux que ce soit inférieur ou égal à R. Et pour finir, alors je vais gommer tout ça, si j'y arrive. Est-ce que je vais y arriver? Rien n'est moins sûr. On va regarder. Hop, pas du tout. On refait. Hop, là. Ok. Et le dernier, donc, c'est le point PXPY ne se trouve pas à l'intérieur du rectangle centré en 0 et de largeur L et de hauteur H. Bon, voilà. Pareil, hein, on va dessiner notre joli rectangle. On sait que ce rectangle, il a une certaine largeur L, L, il a une certaine hauteur H. Et ben, je veux que mon point, il soit à droite de cette frontière, à gauche de celle-là, en dessous de celle-là et au-dessus de celle-là. Donc je veux que Px soit au moins égal à au bord gauche, c'est-à-dire L moins L sur 2. Pourquoi? Parce que je suis en 0, 0, donc bah, ici j'ai L sur 2. Hein. Donc le point, cette frontière-là, elle a pour coordonnées x égale moins L sur 2. Mais je veux aussi que ce même point il soit plus petit ou égal à L sur 2 pour exactement la même raison. Et puis je fais la même chose pour les Y. Alors sauf que cette fois c'est du H. Je veux être plus grand que moins H sur 2 et je veux être plus petit que H sur 2. Et on est au bout de cette correction. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me poser des questions si ce n'est pas le cas.